Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est à nos côtés, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Julien Kiss-Robert nous accompagne également, gérant chez Taylor Asset Management. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et Jean-Jacques Friedman, également avec nous, directeur des gestions déléguées de Vega IS. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Bon, la situation rend forcément vos métiers encore plus passionnants qu'ils ne le sont déjà. Nathalie, je me tourne vers l'économiste en premier lieu. Non, je suis assez intéressé par cette idée, ce concept de période de transition ou de période de détox, comme le dit Scott Bessent, le secrétaire du Trésor, qui d'ailleurs communique encore aujourd'hui dans les médias américains pour dire que l'administration Trump, de son président, est focalisée sur l'économie réelle, sur Main Street, et que les turbulences de Wall Street ne sont pas aujourd'hui quelque chose qui est pris en compte par l'administration Trump. On viendra à la partie marché, mais sur la partie économique, comment est-ce que vous comprenez, après une cinquantaine de jours d'exercice du pouvoir, cette idée d'une période de transition au regard des annonces qui ont pu être faites par cette administration? Alors le métier est fatigant en ce moment, mais ça c'est un autre problème. Moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même une évolution dans le discours de Donald Trump et donc de ses équipes, puisqu'au début, à sa prise de fonction, les droits de douane c'était formidable, ça allait ramener tout aux États-Unis, le travail, la prospérité, etc. Et on a un glissement. Trump lui-même a parlé de petites perturbations possibles liées aux droits de douane. Et là, on entend ce terme très, très marketing, très bien trouvé de détox. Le problème d'un point de vue économique, et là on part vraiment un peu dans théorie économique, en tout cas dans des idées qui ont été développées dès Keynes, sur lesquelles Bernanke a travaillé dans les années 80, c'est-à-dire cette notion d'incertitude qui bloque finalement l'économie. Donc c'est pas seulement on ne sait pas trop ce qui va se passer, on attend, on est incapable de mettre en face d'événements possibles une probabilité, et donc on bloque parce que c'est rationnel, quand on est une entreprise, quand on ne sait pas ce qui va se passer, de retarder ses investissements, des investissements lourds évidemment, qui normalement sont décidés parce qu'il faut les faire, on n'investit pas pour le plaisir, et il est rationnel de les retarder parce que en attendant davantage d'informations, on pourra prendre une meilleure décision. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place du point de vue économique. Évidemment, pour les marchés financiers, l'incertitude, on est habitué à manipuler ce mot. Mais c'est vrai qu'en économie, ce n'était pas forcément le cas. Et là, on est vraiment au cœur de ce sujet. Et puis, il y a des incertitudes connues et des incertitudes inconnues. C'est ça, si je vous suis, Nathalie. Les known unknowns et les unknown unknowns. Et là, on est vraiment dans un niveau d'incertitude. Voilà. Et même dans les incertitudes connues, encore une fois, pas moyen d'établir une probabilité, et donc pas moyen d'imaginer quel sera l'état du monde dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Et ça, qu'est-ce que ça engendre? Vous avez évoqué les plans d'investissement des entreprises, notamment. On regarde beaucoup la consommation aux États-Unis parce que c'est quand même le moteur de l'économie, mais ce qui pourrait abîmer la course de l'économie américaine, au moins conjoncturellement, c'est plus la partie investissement, c'est ça, Nathalie? Absolument. Dès les travaux de Keynes, c'était en fait expliquer les cycles d'investissement. Et c'était un des facteurs qui explique le cycle d'inflation. Et on est vraiment comme dans un livre d'économie, c'est-à-dire qu'on a une incertitude sur le commerce mondial, on a une incertitude sur la réglementation, ce qui est très important, parce qu'on nous dit on va déréglementer, on ne sait pas où, dans quelle mesure. Et donc c'est vraiment comme dans les livres, et il est normal que les entreprises fassent état de cette incertitude. Pour le moment, elles ne font pas forcément état d'une situation très dégradée. Si on pense aux petites entreprises, alors aux États-Unis, cette enquête touche vraiment des très petites entreprises. Leur niveau de confiance, alors qui s'était envolé après l'élection de Trump, est revenu, mais reste supérieur à un niveau tout à fait correct. Mais ce qui a été souligné dans le commentaire, c'est que l'incertitude, c'est-à-dire les gens qui répondent aux questions, je ne sais pas, ou qui ne répondent pas, est en train d'augmenter, et d'une façon assez importante. Sur les 2 derniers mois, donc l'enquête NFIB qui est parue hier, sur les 2 derniers mois, si on prend janvier et février, la baisse du nombre de patrons de PME qui sont prêts à étendre leur business, à investir, a chuté considérablement. C'est ça. Jusqu'où ça nous mène? Enfin, je veux dire, puisque c'est la question qui revient, est-ce qu'on est simplement dans une vibe qui retombe à travers des chiffres d'enquête, de morale, ou est-ce que ça peut être déjà plus profond que ça, avec des chiffres durs qui, à un moment, pourraient être moins jolis que ce qu'on a vu jusqu'à présent aux États-Unis? Honnêtement, plus profond que ça, pour le moment, ce n'est pas notre scénario central. Effectivement, les peurs
sont nées de la dégradation des enquêtes d'activité, de confiance des ménages. Et par ailleurs, il est peu probable qu'on voit dès les données concernant février ou mars, les effets de la politique de la nouvelle équipe, compte tenu du début au 20 janvier. Donc voilà, c'est la question. Est-ce que les données solides, les données objectives vont tenir? Et c'est très difficile de répondre à cette question. Est-ce que c'est typiquement des indicateurs de données dures qui pourraient à un moment, je ne sais pas, infléchir la conduite de la politique ou la politique conduite par Donald Trump? Il y a la méthode et l'objectif, toujours, mais sur la méthode ou la manière, peu de chances qu'il change, j'imagine. Mais pour le moment, à propos de l'estimation de la santé de l'économie américaine, le dernier discours de Jérôme Powell était positif, très positif. C'est ça. Son terme, c'est de dire que l'économie américaine est in a good place, donc dans une bonne situation, que le marché de l'emploi continue à aller bien. Et c'est vrai, dans les chiffres, tout ce qui vient du marché de l'emploi nous dit que ça va bien. Mais c'est vrai que, alors, pour le coup, on repart sur les investisseurs, peuvent jouer à se faire peur. Alors après, est-ce que manifestement, compte tenu de la teneur des dernières communications sur détox et compagnie, on peut imaginer que des inflexions des données ne changeraient pas la politique, mais encore une fois, on ne peut qu'imaginer. Après, si on entre dans quelque chose de plus marqué en termes de ralentissement, ça pourra changer. Il y a quand même un seuil de douleur, j'imagine. Sans doute. On ne sait pas où il est, mais il y a quand même un seuil de douleur pour une équipe au pouvoir comme celle de Trump aujourd'hui. Oui, comme tout président. Oui. Le rapport sur l'emploi de vendredi dernier, c'était son premier rapport sur l'emploi. Ouais. C'était le mois de février, qu'il n'a pas d'ailleurs énormément commenté. Mais oui, lui aussi va être obligé de commenter le rapport sur l'emploi et de regarder au moins ses chiffres. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, intéressant de voir. Il change un peu d'indicateur par rapport à la première version de Trump au premier mandat. Il a toujours des indicateurs de marché, mais là, il communique sur le fait que les taux longs aient baissé. C'est bon pour les mortgages, c'est bon pour ceux qui veulent éventuellement acheter de l'immobilier. Il communique sur la baisse du pétrole également, qui a perdu 15% quand même depuis son installation à la Maison-Blanche. Et puis, il communique sur, non pas la baisse du dollar, mais la baisse des taux essentiellement et la baisse du pétrole. Et moi, focalisé sur le marché action, et c'est ce que dit Scott Bessent d'ailleurs aujourd'hui, Julien. Le marché action, les turbulences du marché action, pour l'instant, c'est pas notre sujet. Oui, il va même plus loin, puisqu'il considère que les mouvements sur les marchés sont faits de certaines personnes qui seraient contre sa politique. Les globalistes. Voilà, donc il y a un peu de dogmatisme derrière tout ça. Non, ce que je dirais, moi, ce qui nous inquiète un peu plus, nous, c'est Alors, effectivement, il y a ce sujet investissement avec ses incertitudes, mais plus loin que ça, c'est la confiance aussi, et notamment du consommateur. On a vu sur le mois de janvier que les chiffres étaient un peu difficiles. Pas oublier qu'aussi l'effet richesse lié au marché financier est quand même très important sur le consommateur américain. Je vous rappelle, 10% des consommateurs, c'est quasiment 50% de la consommation aux États-Unis. Donc c'est les plus riches, forcément. Et donc des marchés un peu plus difficiles, des cryptos qui baissent aussi, puisque tout ça participe. On a peur que ça entame quand même la confiance au final de ce consommateur américain. Et donc du coup, pour le coup, nous, on a une posture un peu prudente, en tout cas sur les prochaines semaines, mois, puisque de toute façon, les effets de la guerre commerciale, on est au début. L'Europe va arriver de manière un peu plus significative dans quelques semaines, logiquement. Parce que là, on est sur l'écume, entre guillemets, avec les sujets sur l'alcool et l'acier. Donc il y a quand même un environnement qui reste extrêmement complexe de ce point de vue-là. Et donc nous, on a plutôt une posture à ce niveau-là qui reste un petit peu prudente, justement parce qu'on a peur que la confiance du consommateur soit un peu plus abîmée. Et on le voit d'ailleurs dans la confiance des investisseurs privés aux États-Unis, elle a fortement baissé. Et donc là aussi, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de cassé, mais en tout cas, il peut y avoir une zone d'incertitude. Et puis, pas oublier aussi que les petits porteurs sont souvent très techno, qui est le segment qui a le plus corrigé. Donc, il y a peut-être un effet encore plus fort, en tout cas, chez eux, sur leur patrimoine. Et pour revenir sur l'immobilier, oui, c'est très bien, les taux baissent, mais le bois vient beaucoup du Canada. Donc là, dans l'autre, je ne suis pas sûr que net, ce soit très, très positif. Voilà. Mais bon, après, l'autre bonne nouvelle, je dirais, c'est on dit qu'il ne réagit pas. Bon, il a réagi quand même pour Elon Musk, en voyant que le titre Tesla chutait, donc il s'est empressé de dire qu'il fallait en acheter. Non, mais évidemment, c'est un peu trivial comme sujet. Ça a repris 8% hier, Tesla. Mais en tout cas, ça démontre
ils regardent pas, mais ils regardent quand même. Ouais. Voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Ouais. Voilà, mais en tout cas, ils sont prêts à aller dans des zones de douleur. Et ils avaient prévenu depuis longtemps, hein, puisque c'est vrai que l'équipe de Trump avait été moins disante là-dessus, mais Elon Musk, ça fait plusieurs mois qu'il dit que ça aura des impacts négatifs, mais que ce sera pour aller mieux aussi. Ouais, c'est ça. Le discours, c'est voilà, ça vaudra le coup. Bon, C'est un prix à payer, mais qui vaudra. C'est no pain, no gain, quoi. Oui. Bon, ce qui est intéressant de voir, je ne sais pas si vous avez vu cette interview de Ronald Reagan qui est ressortie. Ah non. Il y a longtemps, évidemment. Ah oui, sur les droits de douane. oui. Mais c'était assez intéressant parce que lui, justement, il disait qu'il était contre ces droits de douane parce qu'il dit que c'est séduisant à court terme. Mais la réalité, c'est que derrière, il y a ces sujets d'inflation et puis aussi des pertes de compétitivité des entreprises américaines parce qu'elles se retrouvent dans un cocon et donc elles ne sont plus forcément incitées à innover et à faire des gains de Je productivité. crois que c'est le chef économiste de JP Morgan qui a eu cette phrase fabuleuse qui a dit les tarifs, alors mis à part le fait que ça fait monter les prix, ça ralentit l'économie, ça fait baisser les marges, ça fait augmenter l'emploi, ça augmente les disparités au sein de la société. À part ça, c'est très bien. Donc effectivement, on en est un peu là. Mais on ne comprend toujours pas très bien, effectivement, si c'est juste du bargain, du trade, si c'est plus dogmatique que ça. Il y a cette question qui se pose aussi. On verra bien ce qu'il en est à partir du 2 avril. Mais quand on écoute certains membres de son administration, la porte-parole de la Maison-Blanche, il y a quand même l'idée qu'ils sont convaincus que ce sont les étrangers qui payent les tarifs douaniers et que pour l'Américain, c'est des rentrées d'argent et c'est de l'argent en plus et que ça va être des baisses d'impôts, quoi. C'est quand même vendu comme ça et à force de le vendre comme ça, on se demande même si ils ne croient pas que ça fonctionne comme ça, quoi. Quand on répète Sérieusement. un mensonge 1000 fois, ça finit. Ouais, c'est ça. Non, mais faut la porte-parole de la Maison-Blanche, dans le discours... c'est des hausses de taux pour les étrangers et c'est des baisses d'impôts pour les Américains, quoi, les tarifs. Oui, c'est vendu comme ça. c'est pas ça. Non, ouais. Jean-Jacques, sur ces 53, 54 premiers jours de Donald Trump. Moins c'est riche, c'est ça qui est intéressant. Dès le début, on avait dit que son administration était un peu coupée en deux, et il y a vraiment une partie de son administration qui croit à ça, mais quelqu'un comme Scott Bessent n'y croit pas, quoi. C'est ça le point aussi. Oui, on imagine. Notable, ouais. Non, sinon, c'est pas le plus pro-tarif de l'administration, Bessent. Après, Trump, quelle que soit l'évolution de n'importe quel marché, il en aurait tiré bénéfice. C'est-à-dire qu'il feint peut-être après coup d'être instigateur de quelque chose dont il n'est absolument pas instigateur. Je pense qu'il peut être quand même surpris du mouvement qu'il y a eu sur le marché action. Alors on peut voir grossièrement une idée. Et tout n'est pas faux. C'est vrai que on vivait un peu à crédit, que pourquoi avoir de tels déficits quand il y avait déjà une telle croissance, de calmer un peu le jeu, ça peut avoir du sens. Mais de le faire de cette manière-là, en introduisant du doute et de la volatilité, c'est-à-dire qu'il voudrait peut-être faire passer les mesures sur les droits de douane, des mesures un peu électoralistes aussi, sur sa politique d'immigration, avant finalement la baisse des impôts. Ouais. Voilà, donc tout ça, horizon 2 ans, avant les midterms, mais tout ça est très théorique. C'est-à-dire que de toucher, c'est vrai que si on a $1 plus bas, on peut théoriquement exporter davantage, mais encore faut-il avoir les bons produits, bien sûr, etc. Bien sûr. Donc tout ça, c'est quand même jouer avec quelque chose de dangereux. Et vous disiez tout à l'heure, il ne va pas changer de discours. C'est tout à fait possible que si, à un moment donné. Alors, je ne vois pas encore le put qui peut arriver, si ça viendra du marché, de son administration, de la Banque centrale, mais ça peut arriver, oui, à un moment donné quand même. Donc, alors au Congrès, bon là, situation de blocage un peu traditionnelle avant de voter une nouvelle loi budgétaire, mais bon. Chambre des représentants, il y a encore le Sénat. Ça permettra de jauger un peu la capacité des démocrates à tenir un bras de fer avec. Moi, je crois toujours que vraiment, il commet. Enfin, à un moment donné, je pense que quand il sera en situation de faiblesse, mais vraiment, il y aura un retournement de l'opinion publique, des républicains, qui sera extrêmement puissant. Mais peut-être que le mal aura déjà été fait. On ne touche pas impunément comme ça. On ne crée pas une incertitude. On ouvre une bouteille et une boîte de Pandore. Et pour arriver finalement à remettre le mauvais génie dans la bouteille, c'est difficile. Donc j'espère que ça ne va pas aller trop loin. Mais oui, créer... Après, ce qui se passe aussi, puisque maintenant, aujourd'hui, en 2 mois, tout le monde ne croit plus qu'à l'Europe. Et c'est une zone géographique qu'on avançait. Voilà, finalement, c'est avec la progression qu'on a eue et la baisse qu'il y a eu sur les marchés américains, dont le Nasdaq, 20% d'écart entre le DAX et Nasdaq, les deux
sont revenus, je veux dire, à leur valorisation moyenne. Au moins, c'est le point notable. Alors, comme il y a peut-être un sous-investissement notable sur la zone européenne, peut-être qu'il peut y avoir un phénomène d'exagération, surtout si les taux rebaissaient sur la zone européenne et qu'on peut aller un peu plus loin en termes de PE. Mais à contrario, sur le marché américain, on est revenu à 27 fois des multiples sur le Nasdaq. Et comme on a quand même des résultats qui devraient continuer à progresser, il nous semble que, paradoxalement, une partie du mal est fait déjà sur le marché américain et Nasdaq en tête. D'accord, donc vous voyez quand même toujours, après 20%, enfin oui, 15% de baisse du Nasdaq par rapport au sommet, il y a peut-être déjà un premier moment d'opportunité, exactement. Vous dites quand même, si on fait un peu abstraction du bruit, en termes de valo pur, il y a quand même parce que, un risk-reward qui redevient intéressant. Quoi. Oui, parce que sur le marché européen, c'est un call qu'on avait, mais le marché européen, il performe quelques mois généralement, il ne performe pas des années quand même. Donc là, c'est vrai qu'il y a un changement notable, mais on a l'impression que c'était il y a quelques mois, alors que c'était la semaine dernière finalement avec Merz, on a l'impression que c'était il y a... Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas jeter. À un moment donné, il y avait un exceptionnalisme américain. Là, il y avait un phénomène de rattrapage parce que finalement, on était plutôt focalisé ni sur le géopolitique qui était favorable pour l'Europe, ni sur les valorisations qui pouvaient être une zone de rattrapage pour la Chine et l'Europe par rapport aux États-Unis. Mais maintenant, ça a un peu eu lieu et il y a quand même une vérité des grandes valeurs tech qui, si on n'avait pas tort au moment où on disait que l'instant DeepSeek finalement ne cassait pas et au contraire étendait les thématiques de l'IA, etc., devrait occasionner des points de support quand même sur ces valeurs au moins de croissance US, d'autant plus avec la baisse des taux. Bon, alors allons-y, tactiquement, Julien, là c'est déjà un moment pour ceux qui ont bien profité du rallye européen et qui n'ont pas trop souffert dans la baisse américaine, c'est déjà un moment pour, je ne sais pas, tourner un petit peu les positions. C'est une réflexion, effectivement, qu'on a nous aussi. Bon, comme je vous disais au préalable, on est un peu plus prudent à ce stade. Je pense que c'est un peu tôt. Mais effectivement, le marché américain n'est pas encore... pour moi, on n'a pas atteint le point assez douloureux pour il n'y a pas eu de capitulation, Jean-Jacques. Vous avez pas, c'est pas sur l'idée d'une capitulation que vous dites que ce marché retrouve des opportunités. Non, il est juste revenu à une valo moyenne. D'accord. Mais pendant ce temps-là, sur un an, les multiples de valorisation fait que toute chose étant égale par ailleurs, un an après, ça fait des valeurs basses. Quoi. D'accord. C'est ça, mais... Non, mais c'est assez vrai. Mais en même temps, donc, effectivement, on se pose la question par rapport à l'Europe qui a eu son moment, effectivement, avec toutes ces annonces. Tout a été assez parfait. Il ne manquerait plus qu'on puisse racheter du gaz russe à pas cher. Et puis... je ne parle pas de politique, là. Je parle vraiment de point de vue économique. Évidemment, ce serait... Mais c'est une question qui se posera, oui. Ce serait la bonne nouvelle, effectivement, de ce point de vue-là. Mais pour le reste, effectivement, les annonces sont là. Bon, on va voir déjà comment ça va se mettre en place. Il y a des votes déjà en Allemagne qui doivent mardi prochain. Sceller pour le 17 mars, avant qu'il y ait le nouveau Parlement qui soit mis en place, parce que là, ce sera un peu plus compliqué. Donc, il y a quand même cette zone un peu d'incertitude. Et puis, il y a le sujet, est-ce que les Américains ne vont pas demander qu'une grosse partie du budget aille chez eux, finalement, et que ce ne soient pas les entreprises européennes qui en bénéficient. On voit déjà qu'il y a des bisbilles entre les Européens sur le mode opératoire. Donc voilà, c'est en partie dans les cours. On considère que c'est peut-être sage, en tout cas, de prendre un peu de profit sur l'Europe. Okay. Et les US, y revenir, pourquoi pas, mais dans l'attente des annonces sur l'Europe, en tout cas de guerre commerciale, on préfère patienter un petit peu. Et sur les US, Jean-Jacques, la dynamique de profit, elle reste en place, elle n'est pas altérée. Enfin, on regarde tout ce qu'on disait, et notamment Nathalie, sur le risque sur l'investissement, le risque sur la confiance. Bon, il y a des boîtes comme Walmart, Coles, Delta Airlines, tout le monde commence à dire que consommateur, on n'est pas sûr que demain, il sera aussi vigoureux. Ça peut quand même amener des révisions à la baisse sur les perspectives bénéficiaires aux États-Unis, ce qu'on n'a pas vu depuis, je ne sais même plus. Alors c'est pour ça que je pense, si on prend quelques mois en arrière, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas trop aller ni sur les cycliques, ni sur les mid. Mais ce qui se passait sur les États-Unis, c'est qu'il y avait vraiment, alors on parlait d'exceptionnalisme, mais il y avait vraiment des grandes tech US qui historiquement avaient réellement 40% de plus de résultats de BPA que le reste de la cote. Donc c'est la tech, vous voulez retrouver cet exceptionnalisme de la tech. Et ça, pour cette année, finalement, ces valeurs ont beaucoup souffert parce que finalement, les prévisions, c'était qu'elles reviennent au reste du Nasdaq. Donc un des points, c'est qu'on pouvait jouer par exemple le Nasdaq Next 100, c'est-à-dire les 100 valeurs en dessous de ces grandes valeurs qui ont moins souffert.
Mais là, finalement, il y a eu cet écroulement un petit peu. Et donc, je pense que revenir finalement sur des capitalisations un peu plus grandes semble... voilà. En plus, si demain, il y a des capex un peu moins importants, puisque une des raisons finalement de la diminution du profit, c'était par rapport aux dépenses énormes d'investissement de ces grandes valeurs. Ouais. Donc, si c'est remis un peu en question, on ne le croit pas fondamentalement avec... Ça peut être positif marché. Ça peut être positif pour ce style de valeur. Pour ces valeurs-là. Ouais. Ouais. Nathalie, donc la Réserve fédérale américaine se réunit la semaine prochaine, communication attendue. A priori, on attend toujours un maintien de la pause du statu quo, mais est-ce que le discours de Jérôme Powell, vous avez rappelé son précédent message il y a quelques jours à peine, est-ce qu'il peut l'infléchir un petit peu à horizon d'une semaine là ? Honnêtement, ça m'étonnerait, ça ressemblait fort à la bande-annonce de son discours quand même. Le teaser. Voilà, le teaser. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire d'autre déjà, ils vont nous communiquer un dot plot, puisqu'on est en mars, avec les prévisions sur la croissance, l'inflation. Et donc ce fameux dot plot, puisque là, les marchés sont nettement plus dovish que ce qu'était la Fed en décembre, puisqu'elle était passée à l'équivalent de 2 baisses de taux. Les marchés sont à plus de 3. Donc déjà, on peut avoir des mouvements avec une éventuelle modification du dot plot, la dispersion également. C'est ça qui va être important. Honnêtement, là aussi, ça m'étonnerait qu'on ait vraiment un changement de 25 points de base en plus ou en moins, certainement pas en moins, à mon avis, du côté de la Fed. Donc la dispersion et encore une fois le diagnostic sur l'inflation qui devrait être relativement favorable. On a cette inflation qui ralentit lentement, très lentement, mais qui a pris la bonne direction avec, et d'ailleurs c'est le cas aussi en Europe, un ralentissement dans les services. On entend beaucoup de communication à nouveau sur le risque des tarifs vis-à-vis de l'inflation, etc. Qu'est-ce qui doit les inquiéter le plus aujourd'hui ? Est-ce que c'est un ralentissement plus prononcé, plus fort que prévu de la croissance, ou est-ce que c'est encore et toujours le risque d'une résurgence inflationniste Je pense qu'en tant que banque centrale normalement constituée, ils voient les tarifs, les droits de douane sous le prisme de l'inflation, vraisemblablement, parce que d'abord c'est ce qui se voit le plus rapidement, l'éventuel. Ils vont peut-être nous ressortir le coût du transitoire, parce que ça aussi c'est transitoire, par définition. Un an après, ça n'apparaît plus dans les chiffres en glissement annuel. Voilà, c'est une situation compliquée pour Powell. Du côté de la croissance, notre scénario qui n'est pas très original, c'est l'idée, après 2 années de très forte croissance aux États-Unis, qu'on retourne là aussi doucement, mais ce sera peut-être un petit peu moins doucement vers la croissance potentielle. Encore une fois, tant que l'emploi tient, tout ce qu'on a pu dire sur la consommation, même avec une baisse de confiance, honnêtement, c'est décevant pour les économistes, mais les indices de confiance sont peu corrélés à la consommation, à la réalité, qui est faite. Et derrière la baisse de ces indices de confiance, il y a l'incertitude, bien sûr, mais il y a aussi justement les pics d'inflation qu'on a eus surtout sur certains produits. Donc ce que nous a dit Powell vendredi, je n'imagine pas dire le contraire, en tout cas. Toujours pas d'urgence à baisser les taux. Toujours pas d'urgence à baisser les taux. Il ne va pas offrir un put comme ça, ni à Trump, ni au marché, dès la semaine prochaine. Non. Honnêtement, les marchés se sont emballés dans ces anticipations de baisse des taux. Je ne pense pas que ni même Powell, ni une majorité du comité soient prêts à faire ce genre de mouvement. Et ça ne servira vraisemblablement pas à grand-chose en plus. Trop tôt peut-être donc pour effectivement changer de discours. Mais il n'y aura pas de porte fermée à des baisses de taux. Non. Ce sera meeting by meeting. Ils ne le disent pas à la Fed, toutes les options restent ouvertes. Venons-en à l'Europe, Nathalie. Un des grands indicateurs a été évidemment le rebond de l'euro et la remontée des taux longs allemands, effectivement. Ce que je constate, c'est qu'une dizaine de jours après, c'était le 4 mars, le Whatever It Takes de Friedrich Merz, une dizaine de jours après, ces niveaux tiennent. Le marché a quand même intégré quelque chose de nouveau en Europe. Ça y ressemble en tout cas. Et ce nouveau, qu'est-ce que ça peut donner alors, si on met des chiffres sur ce que ça peut générer en termes d'élévation de la croissance, pour l'Allemagne bien sûr, est-ce que ça peut être partagé par d'autres La façon dont les économistes abordent ce sujet à l'heure actuelle,
C'est un petit peu timide à court terme, et puis c'est l'idée parce que les dépenses d'investissement en défense ont une forte composante recherche et développement, hein, surtout avec la défense moderne, bien sûr. Et donc c'est plutôt l'idée que ça remonterait la croissance potentielle, ce qui est une bonne nouvelle. Pas forcément pour le niveau de taux, hein, mais voilà, on a des plus taux de qui sont croissance relativement bas, potentielle, plus de on peut croissance vivre avec des taux plus potentielle, élevés. Absolument, ce serait une bonne nouvelle. Ce sont également des dépenses, parce qu'elles ont ce côté recherche et développement, qui ont un multiplicateur assez élevé. Mais la question finalement que tout le monde se pose, ou en tout cas que les gestions obligataires se posent, parce qu'ils ont toujours tendance à voir le côté un peu plus sombre, c'est est-ce que ces dépenses vont véritablement être arrivées et sous quelle forme, quoi. Honnêtement, le whatever it takes, hein, on avait pu être sceptique sur le premier, celui de Mario Draghi. J'ai l'impression que Friedrich Merz est aussi vraiment convaincu. Ah oui. Effectivement, c'est un sujet politique également. Ouais. C'est un sujet politique, mais qui a vraiment les deux aspects. Ce qu'on constate dans les sondages d'opinion, c'est que les citoyens européens sont plutôt d'accord avec cette approche. C'est depuis la séquence dans le bureau ovale. Ça a apporté un soutien naturel, à l'Ukraine. Trump a fait remonter les cotes de popularité d'un beaucoup de gens dans le monde. Et donc naturel aux dirigeants européens qui ont décidé de se mettre en avant. Donc c'est important, ça veut dire qu'il faut que les dépenses soient faites, et de toute façon il faut que les dépenses soient faites. Parce que si on regarde la règle des 2% de l'OTAN, la France et l'Allemagne, on y est à peu près. Donc l'Union européenne dans son ensemble, oui. Puis on sait qu'il y a des pays qui ont pris de l'avance, comme la Pologne, d'autres comme l'Espagne et l'Italie, qui sont... et voilà, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où il ne faudrait pas passer à une règle de 3%? Voilà. Et ça, si tout le monde est d'accord pour ça, ça veut dire effectivement faire des investissements. Et d'ailleurs, c'est ce que... tout nous ramène à Mario Draghi, c'est ce qu'il préconisait dans son rapport. Ouais. Et le marché peut accompagner ça, enfin, c'est quelque chose, le marché peut acheter cette idée-là, s'il faut émettre toujours plus de dettes pour ça, etc. Les investisseurs obligataires seront OK pour... Alors, il y a toujours des investisseurs obligataires qui sont plutôt contents quand les taux sont plus élevés, qui recherchent du meilleure rémunération. Voilà. Ce qui me frappe, c'est que pour le moment, le thème, alors c'est vrai que c'est des thèmes délicats dans la zone euro, le thème d'emprunt, de financement commun et donc d'émissions communes n'est pas véritablement discuté. On a quelques voix, mais très, très timides, et honnêtement, ce n'est pas le thème sur le marché à l'heure actuelle. Là, il parle d'achat commun, d'achat en commun d'armes de défense, comme on a fait pour les vaccins avec le Covid. Mais des emprunts, je veux dire des emprunts, des eurobonds, ça aurait de l'allure. Acheter en commun, c'est bien si on a un financement commun, effectivement. Ça. Le financement, on parle de plans d'appel à l'épargne populaire, ce qui pourrait être aussi une bonne idée. Mais voilà, ce qui gêne les marchés obligataires à l'heure actuelle, enfin les investisseurs obligataires, c'est que là aussi, on ne sait pas ce qui va se passer et personne n'arrive à tirer des plans un peu précis. Ouais. Bon, on va attendre. Effectivement, le signal très puissant a été envoyé. Maintenant, les questions d'intendance arrivent. Le vote en Allemagne est attendu la semaine prochaine. Est-ce que ça change quand même, à la fin de la journée, la perception que les investisseurs globaux pouvaient avoir de l'Europe jusqu'à présent, Julien? Et est-ce que pour beaucoup d'investisseurs qui ont considéré que l'Europe était plus vraiment investissable, est-ce que ça peut ramener quand même des flux, ne serait-ce que cette mécanique de flux, pour remettre un peu d'Europe dans les portefeuilles, peut-être de manière stratégique d'ailleurs? Ça a déjà été un petit peu le cas, même si c'est pas massif. C'est ce que tout le monde attendait. On en parlait depuis des mois. L'Allemagne, pas d'endettement. Donc tout le monde faisait des comparaisons entre la dette allemande, la dette américaine, en disant, voyez le potentiel. Ils ont beaucoup de choses à faire parce que c'est vrai qu'ils sont sur les industries un peu du XXe siècle. Donc ils ont un vrai retard d'investissement là-dessus. Donc finalement, oui, ça change les choses dans le sens où je dirais que l'adversité fait qu'enfin on fait quelque chose. Ce qui semblait évident, mais je veux dire, c'est aussi les conséquences du hasard, entre guillemets, du timing. Il y a l'élection en Allemagne qui arrive au moment où on a cette crise internationale, et ça tombe plutôt bien. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, ça change la vision, ça change donc les perspectives de croissance naturellement de la zone, ça change aussi la dynamique de croissance d'IPS, même si ça s'est focalisé sur beaucoup le secteur de la défense, qui a eu un parcours
assez exceptionnel. Mais en tout cas, oui, ça va dans le bon sens. Ça montre qu'on est capable un peu de réagir. Ce qui était un peu la grosse critique sur la zone européenne et surtout ensemble. Voilà, donc oui, c'est une bonne chose. Ça donne envie d'acheter autre chose que la défense, par exemple? De se dire que la défense, c'est un premier socle ou un premier étage et que derrière, c'est peut-être aussi, je ne sais pas, une quête d'autonomie stratégique plus poussée, au-delà des seules questions immédiates d'urgence, de défense, logiquement, oui, militaire, etc. Dans le numérique, on devrait faire des choses. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Hein. On n'est pas en train de bien sûr. découvrir un truc nouveau, mais juste là, c'est peut-être en train de se passer, quoi. Oui. Pour 10 ans, j'en sais Après, rien. il y a la mise en place. Oui, non, mais on aura le temps de faire les points d'étape dans les 10 prochaines années, bien sûr. Mais bon, voilà. Et puis surtout, il y a un effet relatif avec des États-Unis où il y a beaucoup d'incertitudes. Forcément, on se dit, bon, là, finalement, ça a l'air un peu plus rationnel, en tout cas en termes de politique économique aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a eu ce phénomène-là. Et ce qui va se poursuivre, moi, je pense quand même que ça va dépendre beaucoup des États-Unis. Si à un moment les États-Unis redeviennent investissables, je ne suis pas sûr que le moment européen dure très longtemps. D'accord. Sans parler d'effondrement, c'est parce que je dis, mais de performance relative aux États-Unis, je ne suis pas sûr que ça dure parce que on a tous les problèmes que l'on connaît, on a beaucoup de bonne volonté. Mais entre-temps, l'Europe n'a pas changé encore, quoi. Exactement. Tout ça prend beaucoup de temps. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'emballer. C'est un bon signal. J'ai vu un des instituts allemands là, qui révisait, qui dit exactement ce que vous dites. 2025, rien à attendre de la croissance allemande, c'est déjà plié, c'est réglé. 26, par contre, on voit la croissance allemande à 1,6, je crois. C'est IFW, si un des instituts allemands s'appelle comme ça. En tout cas, qui a vraiment quasiment doublé sa perspective de croissance pour 2026. Et la croissance française a été légèrement abaissée. Oui, là, sur le prochain trimestre. Voilà. Sur le prochain trimestre. Oui, sur le prochain trimestre. Mais la Banque de France précise qu'elle n'a pas pris en compte les annonces. C'est pas du fait de Trump. De l'Allemagne, vous voulez dire. Oui, c'est du fait de Trump, mais pas de Merz. Non, je pense que... j'ai entendu qualifier ça souvent de moments historiques, mais des moments historiques, on en vit depuis la décennie 2020, tout le temps, sur tous les aspects, etc. Oui, mais la construction européenne, j'entends. Oui, mais je trouve qu'en termes de configuration... Moi, je vois en termes de configuration boursière, si on se place en début d'année, il y avait les bonnes nouvelles attendues qui étaient la fin, un arrêt, on va dire, partiel du conflit russo-ukrainien. Il y avait ça en ligne de mire. L'élection allemande était vue comme un catalyseur potentiellement positif. Hein, donc ça faisait déjà monter le marché en début d'année. Pas tant joué que ça, parce que d'abord c'était valorisation, il y avait un euro faible, il y avait beaucoup de choses. Et une fois que la nouvelle tombe, alors c'est vrai que c'est d'une ampleur bien plus importante. Après, il y a un vrai risque d'exécution. Moi, il y a des choses... Parce que de redire le mot « whatever it takes », alors qu'on essayait péniblement en France de parler de déficit budgétaire, etc. Non mais, je veux dire, cette politique de stop and go, elle est quand même très difficile. Et même en Allemagne... Enfin, il en parle pour l'Allemagne déjà. Hein. Oui, mais... Non, mais... même pour... la France, elle va quand même être concertée. Et même pour l'Allemagne, c'est quand même une surprise de faire voter ça par le Parlement existant. C'est-à-dire que la partie politique est difficile. Hein. Là, ça discute au Bundestag cet après-midi. C'est compliqué. Elle est difficile politiquement, elle est difficile socialement, dans les deux cas. Comment on peut arriver finalement à expliquer à toutes les populations qu'il n'y a pas d'argent il y a 3 mois, qu'il y en a un paquet maintenant, etc. C'est très difficile socialement et politiquement. Donc on voit bien que, je ne sais pas d'où ça viendra le problème, mais il peut y avoir un risque d'exécution. Rappelez-vous les élections européennes en 2005, comme pendant des années, c'était le sparadrap du capitaine Haddock. Ça peut être la même chose en Allemagne, avec le fait de forcer un peu. Et donc ça veut dire que par définition, on voit bien des politiques qui peuvent récupérer ça, qui peuvent parler de déni de démocratie. Ah bah là, bon pour l'AfD. C'est coup d'État budgétaire, ça c'est ce que dit l'AfD, et les Verts avec qui Friedrich Merz est en discussion en vue d'un accord, on l'espère toujours, dire on ne croit plus un mot de ce que vous dites. Voilà. Vous avez fait campagne pour défendre le debt break. Oui. Dès que vous êtes élu, vous nous dites c'est la fin du debt break. Voilà. Et donc ça, sachant que les Verts sont eux-mêmes pour la fin du debt break. Oui. Donc, c'est mais c'est la politique. Voilà. Ça peut remettre d'aplomb à la fois Die Linke et l'AfD. Et c'est pas quelque chose qui sera facile en termes d'exécution. On va voir le talent de politique de Friedrich Merz. On découvre tous aujourd'hui. Hein, mais donc c'est comme tout. Le problème, c'est l'intendance possible. Je comprends. Mais ça veut dire que là, sur le plan boursier, effectivement, sur le plan boursier, on a été joué de ce qu'on pouvait imaginer. Au moment de l'annonce.
voyant en plus le 5 mars des taux montés de 30 centimes. Des taux montés de 30 centimes et qui ne reviennent pas en arrière. C'est-à-dire que là, il y a un vrai définition. Puis il peut y avoir une peur, le franchissement des 3% sur le Bund possible. Enfin, pour l'instant, ça s'accroche. Donc, et 3%, ça s'achète le Bund ? En tout cas, on a lancé un fonds de portage très très récemment, alors c'est pas qu'on l'ait bien anticipé parce que le temps que ça arrive bien avec l'AMF, etc., mais qui est tombé au bon moment, donc il collecte. Mais oui, c'est comme le Nasdaq à terme, oui, mais ça peut déborder un peu. Ça peut être 3,10, 3,15, quoi, 2,90. Voilà. C'est pas si la tendance haussière qu'il y a pour l'instant, elle n'est pas totalement, elle n'est pas remise en cause. En tout cas, c'est comme une marche qu'on ne redescend pas. C'est depuis 10 jours, c'est ce qu'on observe. Le triple allemand est pas fragilisé pour autant. Je pense qu'il y a une petite marge. C'est la question, parce que ça... oui. Bon. Qu'est-ce que ça change pour la Banque Centrale Européenne cette fois, Nathalie ? Elle parle, Christine Lagarde, bon, l'image est assez évocatrice, hein, les courants chauds et les courants froids. On est pris là entre hot water et cold water. Oui, c'est une bonne image qui nous amène pas très loin. Mais mais ça, là aussi, c'est la situation. Ils ont perdu leur boussole, quoi. La situation de la BCE n'est pas facile. Mais j'ai au moins l'impression que le changement de ton, de dire que on va peut-être arrêter de dire que la politique est restrictive avec des taux à 2,50, c'est important. D'abord, ça peut peut-être amener une certaine unité toujours fragile au sein du Conseil, parce que juste avant, ça partait quand même dans tous les sens. Et puis, j'ai l'impression aussi que la BCE a plutôt l'idée d'aller vers 2%, mais n'était sans doute pas à l'aise avec le fait que les marchés anticipaient davantage. Donc j'ai l'impression que 2% c'est quelque chose sur lequel tout le monde peut à peu près s'accorder. Donc on ira peut-être en plusieurs comités, etc. Mais ça paraît encore une fois un niveau qui devrait permettre justement de laisser une marge de manœuvre dans un sens ou dans un. Donc on arrive là au bout du voyage là quasiment. On a encore 50 centimes. Ouais. Ça 2%, c'est pas des taux extrêmement élevés. Alors peut-être qu'à fin janvier, Christine Lagarde les aurait encore qualifiés de restrictifs, mais comme l'a dit Isabelle Schnabel, quand on est à ces niveaux de taux, 25 centimes, ça compte quand même. C'est différent, quoi. Oui. Voilà. Après, la BCE du côté de l'inflation, j'ai l'impression qu'elle peut être un peu plus détendue. On a parlé des chiffres d'inflation. C'était hier, je crois, le Wedge Tracker qui est sorti, alors dont Eurostat ne veut pas savoir comment il le calcule, la BCE, mais qui va dans le bon sens, c'est-à-dire qui va la pression salariale est en train de qui diminuer. ralentit. Et d'ailleurs, ça colle assez bien avec des données sur l'emploi dans la zone euro qui, sans être dégradées, sont un peu moins fortes que ce qu'elles étaient. C'est le cas en France, c'est le cas sur la zone euro dans son ensemble. Donc j'ai l'impression que du côté de l'inflation... Et d'éventuels tarifs de Trump, ça jouerait dans quel sens pour la Banque Centrale Européenne ? Ça jouerait à faire monter l'inflation. Hein. Ça jouerait à baisser l'activité. Ouais. Mais j'étais encore sur la Fed, c'est pour ça. Donc à baisser l'activité, mais pas forcément de nature à déclencher une nouvelle vague de baisse de taux. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bon, la BCE a déjà communiqué. La semaine prochaine, ce sera la Réserve fédérale américaine. Je voulais qu'on dise un petit mot des marchés de crédit aussi. Alors, je voyais le high yield américain a quand même vu les rendements remonter de 50, 60 points de base là, sur la période. Je ne sais pas, est-ce que c'est une alerte de quelque chose ? Est-ce que c'est l'occasion d'en reprendre ? Enfin, est-ce que le crédit reste une classe d'actifs là, intéressante avec les incertitudes du moment qu'on essaye de décrire ? Julien. Sur la yield américain, c'est assez logique. Hein, on a des craintes de ralentissement, donc les spreads s'écartent un peu. C'est très cohérent. En plus, il y a ce biais industrie pétrolière aussi sur la yield américaine. Donc, avec un pétrole qui est un peu sous pression, ça rajoute évidemment une couche. Je dirais que sur ces niveaux-là, vu les taux sans risque, en tout cas, acheter des obligations pour faire du portage, ça fait clairement du sens. Je parle côté, que ce soit Europe, surtout Europe d'ailleurs. Je pense que ça fait du sens. Parce que deux choses, si on est vraiment dans le scénario, alors, modulo évidemment la guerre commerciale, mais comme on disait, c'est du transitoire, avec une inflation qui est plus raisonnée, plus raisonnable, les obligations peuvent retrouver cette corrélation négative avec les actions, même si
on est un peu dans le flou quand Ouais. même encore. Hein. Ça bouge Parfois une ça semaine, marche, parfois parfois moins. bien. On ne sait pas trop. D'ailleurs, on le voit bien, hein, Oui. l'Europe, ça a monté, les taux longs, les US ont baissé. Alors, effectivement, il y a Oui, ce plan de relance, mais le sujet de guerre commerciale et de perturbation sur la croissance économique, c'est un peu le même sujet pour tout le monde, plus ou moins. Donc voilà, mais en tout cas, en avoir en portefeuille, ça fait du sens en termes de diversification. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, est-ce qu'il faut aller chercher plutôt du high yield ou de l'IG Ça, c'est un Oui, c'est débat. une question de profil C'est aussi. une question de oui, profil de d'accord. risque. Et puis, on le sait, si on fait de l'IG, on joue une baisse peut-être plus rapide des taux sans risque, parce que comme il y a moins de spread, forcément, Ouais. vous avez une sensibilité qui est plus forte. Voilà, mais oui, sur le portage obligataire, en tout cas, on continue de penser que c'est une bonne idée. Et puis, il y a aussi tous ces gens qui se repositionnent aujourd'hui sur tous les produits Phoenix Bearish, sur le CMS. Beaucoup de gens qui s'y remettent. Parce que C'est quoi ça, pardon les produits structurés, Ah oui, vous d'accord. jouez des bornes en fait sur le D'accord. CMS 10 Oui, ans, ok. avec des Oui, coupons et des capitaux D'accord. garantis. Et comme c'est des produits à assez longue duration, forcément les taux ont monté, ils ont plutôt corrigé. Donc il y a des gens qui se repositionnent sur ce genre de produits avec des rendements qui peuvent être assez sympathiques. Ouais. Bon, vous disiez, vous venez Sur de le lancer high yield, une nouvelle stratégie de on portage. était plutôt, on a réduit historiquement, c'est-à-dire on ne veut pas cumuler à la fois le risque action et le risque Ouais, taux, donc je on était comprends. parlé du high yield, l'investment grade, et plutôt être sur le souverain maintenant, ou sur l'investment grade assez court, quand même, donc pas sur le high yield. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management, Julien Kistrebert, gérant chez Taylor Asset Management, et Jean-Jacques Friedman, directeur des gestions déléguées de Vega IS.